Imaginez un peu la scène. Vous êtes au travail. L'ambiance est mais catastrophique après un gros échec. Oui. Et là, un de vos collègues, un manager même, explose de joie. Il se met à danser, à chanter. Ah, le malaise. Mais oui, et pas pour une réussite du bureau, non, pour un truc complètement extérieur. D'accord. C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui. L'histoire d'un membre du staff d'une équipe de foot, sanctionné, non pas pour une erreur, mais pour un excès de joie. Une joie patriotique. C'est une histoire assez incroyable. Et pour en parler, on va s'appuyer sur une source, un article qui est sorti ce matin même. Oui, tout frais, du 23 janvier 2026. Exactement, sur le site d'info sportive wisport.com. Et le titre, il est très direct. Belgique, l'ancien international Ibrahima Sonko déclassé pour avoir trop célébré la victoire du Sénégal. Le trop célébré est déjà lourd de sens. Carrément. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça pour comprendre ce conflit entre la loyauté à son club, son employeur, et puis l'attachement à sa nation. La question, c'est où est la limite ? C'est une excellente question parce que cette limite, elle est de plus en plus floue dans le sport moderne. Alors, commençons par le début. Qui est le protagoniste de cette affaire ? Ibrahima Sonko. Alors, Ibrahima Sonko, pour ceux qui suivent un peu le foot, c'est pas un inconnu, c'est un ancien défenseur central, 45 ans aujourd'hui. Un beau bébé, comme on dit. Ah oui, un rock. Il a eu une belle carrière, surtout en Angleterre, mais il a aussi été international sénégalais, 5 sélections pour les Lions de la Teranga. Et en France, on l'a vu aussi, non ? Oui, certains s'en souviennent, à Grenoble. C'est quelqu'un de respecté dans le milieu, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, il ne joue plus. Quel est son poste exact au club belge de l'OH Louvain ? Et ça, c'est un point absolument crucial. Il n'est plus joueur, il est de l'autre côté. Il est membre du staff. Ok. Et sa mission, comme le dit bien l'article, elle est très très spécifique. Il n'est pas là pour la tactique, tout ça. Ce n'est pas l'adjoint de l'entraîneur. Non, pas du tout. Il est là pour accompagner l'équipe première et surtout pour encadrer les jeunes talents, faciliter leur intégration. C'est un rôle de mentor. Ah oui, de grand frère en quelque sorte. Voilà, exactement, le grand frère. On attend de lui une certaine exemplarité, une capacité à sentir le pouls du groupe. Un pilier émotionnel même. Ça rend ce qui va suivre encore plus percutant. Tout à fait. Il est le lien, la figure rassurante. Sa position exige une connexion très forte avec les joueurs. Il n'est pas juste un employé, il est censé être un guide. Et dans quel contexte tout ça se passe ? Parce que j'ai cru comprendre que l'ambiance au club, c'était pas la fête du tout. Ah non, mais c'est même le cœur du problème. C'est tout l'inverse de la fête. L'OH Louvain est en pleine crise. C'est-à-dire ? Le club se bat pour son maintien en première division belge. Chaque match est une finale, la pression est monumentale. La lutte pour ne pas descendre, c'est terrible psychologiquement. C'est une des pires choses. La peur, la tension à chaque instant. L'article parle d'une ambiance lourde, et je pense que le mot est faible. Et juste avant l'incident, il y a eu un match ? Oui, la fameuse goutte d'eau. L'équipe vient de perdre un match crucial, 1-0 contre Saint-Tronde, un concurrent direct. Aïe ! Une défaite qui les enfonce. Et donc, la scène se passe dans le bus du retour. Le bus du retour après une défaite. Le pire endroit au monde. C'est un huis clos où les émotions sont à vif. Et là, c'est le silence, les têtes basses, le moral est à -10. On a le décor, un bus silencieux, des joueurs abattus. Et au milieu, Ibrahima Sonko, qui lui a l'esprit ailleurs. Complètement. Il est sur son téléphone, il regarde un autre match. Pas n'importe lequel, j'imagine. Ah non, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'événement sportif de l'année pour le continent. Et c'est Sénégal, son pays, contre le Maroc. Un choc. Un énorme choc. C'est bien plus que du foot. L'article de Wisport, il donne des détails qui rendent la scène vivante. On nous parle d'un scénario fou, casse-fiction. Oui, il y a eu des moments de tension extrême, notamment cette panenka ratée par le joueur marocain Brahim Diaz. Le Sénégal est champion d'Afrique. On imagine l'explosion de joie dans tout un pays. Et dans le bus de Louvain, aussi. C'est là que tout dérape. C'est là que tout bascule. Au coup de sifflet final, l'émotion submerge Sonko. Il craque. L'article, qui reprend la presse belge, utilise des mots très forts. Lesquels ? Il est décrit comme déchaîné et fou de joie. Et concrètement, il se met à célébrer en chantant et en dansant. En chantant et en dansant ? Mais au milieu des joueurs qui viennent de perdre le match de leur saison, Exactement. j'ai du mal à visualiser. Le décalage doit être tellement violent. D'un côté, le silence de la défaite, et de l'autre, la fête. Le contraste est saisissant. Et c'est ça qui crée la rupture. C'est la joie pure d'un homme pour sa nation face à la détresse silencieuse des jeunes qu'il est censé protéger.
On peut presque sentir le malaise à travers l'écran. Chaque note de son chant devait être une torture pour les autres. Une fausse note terrible, oui, et la réaction, évidemment, ne se fait pas attendre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est fascinant, c'est de voir d'où vient la plainte. Ce n'est pas un dirigeant qui passait par là. Ah non. Non. L'article est très clair. L'attitude de Sonko était très mal vécue par les joueurs. Attends, mais ce sont les joueurs eux-mêmes qui se sont plaints. Pas le coach, pas la direction. Les joueurs eux-mêmes. Mais ça change tout. Ça veut dire que le vestiaire l'a rejeté? Ça veut dire que pour eux, la ligne rouge a été franchie. Le fait que ça vienne des joueurs, probablement des jeunes qu'ils mentoraient, ça signifie que le lien de confiance est brisé. Ce n'est plus une question de discipline, c'est une question de respect. C'est ça. Ils ont dû se sentir complètement abandonnés, peut-être même trahis à un moment où ils étaient au plus bas. Sa joie, ils ne l'ont pas vue comme du patriotisme, mais comme un manque total d'empathie. Une déconnexion totale. C'est une réjection qui vient du cœur du groupe. Du coup, la plainte remonte à la direction, portée par le vestiaire. Et dans un club en crise... La parole des joueurs, elle pèse lourd. Très lourd. Exactement. Et la direction, elle ne prend pas ça à la légère. Elle décide de frapper fort, c'est le terme de l'article. Et la sanction, c'est quoi? C'est immédiat et c'est radical. Un déclassement soudain. Waouh! Un déclassement? C'est pas une simple amende, pas un avertissement. On le met à l'écart. C'est d'une sévérité. C'est une mesure très très forte. Concrètement, on le retire de l'équipe première. Sa mission auprès des pros est terminée. Maintenant, il s'occupera de l'équipe U23. C'est une rétrogradation, une mise au placard, quoi. C'est une manière très claire de lui dire « tu n'as plus ta place avec ce groupe ». Une sanction professionnelle pour une réaction qui est à la base purement émotionnelle et personnelle. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. L'article utilise une phrase qui résume tout. Ibrahima Sonko a payé cher son patriotisme. Voilà. Pas son manque de professionnalisme, pas son manque de tact, son patriotisme. Ce mot-là, il est lourd de sens. Il est au centre de tout, parce qu'il suggère que c'est le sentiment national lui-même qui est devenu fautif dans ce contexte. Et là, on ouvre une boîte de Pandore. On se demande comment on a pu en arriver là. D'un côté, on a la logique du club, et de l'autre, une émotion humaine qui est, franchement, compréhensible. Absolument. Si on se met à la place du club et des joueurs, leur logique, elle est presque implacable. Explique-moi ça. Quand tu te dois pour ta survie, tu as besoin d'une cohésion absolue, d'une solidarité de chaque instant. Le « nous » du club doit primer sur absolument tout le reste. Le groupe avant l'individu. Toujours. Et la célébration de Sonko, dans ce moment précis, c'est une rupture de ce pacte. C'est un message, volontaire ou non, qui dit « Votre détresse à vous m'importe moins que ma joie à moi ». Je vois. C'est perçu comme une déconnexion, une trahison de la cause commune. Voilà. Un manque de sensibilité, de professionnalisme. D'accord, je comprends cette logique du nous, du collectif. Mais on parle de sportifs de haut niveau. Ils ne devraient pas être capables de compartimenter un peu. Cette réaction des joueurs, elle n'est pas un peu fragile? C'est un excellent point. On pourrait attendre plus de maturité. Oui, je veux dire, le type voit son pays devenir champion d'Afrique, ce n'est pas rien. C'est un événement historique pour lui. C'est vrai. Mais il faut vraiment se souvenir de l'état psychologique d'une équipe qui joue le maintien. C'est une vulnérabilité extrême. La moindre fissure peut faire s'écrouler tout l'édifice. D'accord. Et la direction a peut-être vu la réaction des joueurs, même si elle semble fragile, comme le symptôme d'un mal plus profond. Une unité qui s'effrite? Exactement. Et en sanctionnant Sonko, elle a choisi de protéger la cohésion du groupe. C'est une décision managériale, brutale, mais qui priorise le collectif. Quitte à sacrifier un individu. Et si on prend le point de vue de Sonko maintenant? Parce qu'on ne peut pas juste l'ignorer. Bien sûr. De son côté, c'est l'émotion brute, l'irrépressible. Un ancien international qui voit sa nation au sommet. La passion, quoi. Le foot, c'est ça aussi. Mais oui. Peut-on raisonnablement demander à quelqu'un d'appuyer sur un bouton « off » et d'éteindre son identité, ses racines, pour son travail? Surtout quand ce travail est lui-même dans le domaine de la passion sportive. C'est le jeu personnel et national qui explose. Et ce cas pose la question de savoir si ce jeu a encore sa place dans le nous professionnel, surtout dans les moments de crise. Je me pose une autre question. Est-ce que la réaction aurait été la même si ça avait été, je ne sais pas, l'attaquant star de l'équipe? Le joueur indispensable. Ah, c'est une très très bonne question. Est-ce que le club aurait frappé fort de la même manière? J'ai de gros doutes. Moi aussi. C'est une question qui révèle les dynamiques de pouvoir. Un joueur indispensable a un poids qu'un membre du staff n'a pas.
même un mentor. On aurait trouvé une autre solution. Probablement. Une discussion en privé, des excuses au groupe. Le déclassement, c'est une option plus facile à appliquer à un membre du staff qu'à un joueur clé. La sanction dépend aussi du statut. Et si l'OH Louvain avait gagné son match 3-0 ce jour-là, est-ce qu'on en parlerait seulement? Jamais de la vie. La célébration de Sonko serait passée comme une lettre à la poste? Bien sûr. Ça aurait été un moment de joie partagée dans un bus euphorique. Sa joie aurait été contagieuse. Elle aurait ajouté au bonheur général. Donc ce n'est pas l'acte qui est sanctionné. Non, c'est le contexte. Dans la victoire, sa joie est un plus. Dans la défaite, elle devient une agression, une faute. C'est la preuve que la lecture d'un événement dépend totalement de la dynamique de résultat. Le timing, c'est tout. Ce qui est fascinant, c'est que ça révèle une sorte de nouvelle règle non dite dans le foot moderne. C'est exactement ça. Ce cas nous montre que dans le football mondialisé, un club, ce n'est plus juste une équipe. Ça tend à devenir une sorte de zone de neutralité émotionnelle. Une zone de neutralité émotionnelle. La formule est forte, mais elle me semble très juste. C'est l'idée. La seule passion autorisée, c'est celle pour le maillot que tu portes. Toute autre identité, même le patriotisme, devient une distraction. Et dans un cas extrême comme celui-ci, une forme de trahison. On te demande de laisser tes autres appartenances au vestiaire. C'est ça. Tu es un joueur de Louvain avant d'être sénégalais, français ou brésilien. Ton état émotionnel doit être synchronisé sur celui du club. Le club perd, tu es triste. Le club gagne, tu es heureux. Toute émotion désynchronisée devient un problème. C'est une exigence de loyauté qui va bien au-delà du contrat de travail. Une loyauté émotionnelle presque. Donc, pour résumer, l'histoire d'Ibrahima Sonko, c'est bien plus qu'une anecdote. C'est un choc frontal entre deux loyautés dans un contexte de crise. D'un côté, celle à l'employeur qui exige une solidarité parfaite. Et de l'autre, celle à la patrie qui procure une joie qu'on ne peut pas contenir. Et la conclusion est amère. Une célébration personnelle a été jugée comme une faute professionnelle. Et sanctionnée lourdement. Ça nous interroge sur la place de l'humain et de ses émotions dans la grande machine du sport pro. C'est exactement ça. Et si on prend encore un peu de recul, cette histoire, elle révèle une tension fondamentale. Une tension de plus en plus présente dans un sport où les équipes sont des mosaïques de nationalités. Alors, quelle est la question plus large que ça soulève pour nous? La pensée à garder en tête est... Et la pensée que je voudrais laisser à celles et ceux qui nous écoutent, c'est la suivante. Jusqu'où l'identité d'une équipe, l'entité club, peut-elle et doit-elle exiger que l'on mette en sourdine les identités nationales qui la composent? C'est un vrai paradoxe, parce que ces clubs, ils se nourrissent de ces identités. Ils vont chercher des talents partout dans le monde pour leur style, leur culture. Oui, la grinta sud-américaine, la rigueur africaine. C'est ça. On veut ta culture sur le terrain, mais on ne veut pas tes émotions dans le bus. Vous avez mis le doigt dessus. C'est toute la contradiction. On achète le package complet, le talent et l'identité qui va avec, mais on voudrait pouvoir garder que ce qui nous arrange. C'est impossible. Le vrai défi pour le management moderne, c'est de réussir à faire cohabiter cette mosaïque d'identité sans exiger une uniformité émotionnelle qui est non seulement impossible, mais humaine. Et la question reste ouverte. Oui, elle reste ouverte. Le maillot du club doit-il vraiment et en toutes circonstances primer sur le drapeau qui bat dans le cœur de ses employés ?